Institut Francés de Madrid. Hoy estamos reunidos para una ocasión muy especial, la entrega del premio Goncourt, la elección de España. Bueno, como sabéis, el premio Goncourt es el premio más prestigioso, el premio literario más prestigioso de Francia y uno de los más importantes del mundo, que existe desde 1903. La Académie Goncourt se reúne cada año para premiar una novela publicada durante el año de un autor francófono. Es, por supuesto, un inmenso reconocimiento para el autor y el editor. Recientemente el premio Goncourt se ha internacionalizado. Bueno, no es tan reciente porque empezó esta internacionalización a partir de 1998. En España existe desde 2017 un jurado compuesto por estudiantes de los departamentos de Filología Francesa de 7 universidades españolas y presidido por grandes escritores españoles. Se reúne para elegir el libro que merece este premio importante. En 2017 el presidente ha sido Arturo Pérez Reverte y el jurado votó por la novela L'Art de perdre de Alice Winter, que está a punto de salir en España bajo el sello de Salamandra. Se titulará El arte de perder. En 2018, es lo que nos interesa esta noche, fue Antonio Muñoz Molina quien presidió el jurado en presencia del escritor y académico Goncourt Tahar Ben Jelloun. El jurado eligió la novela Frères d'âme de David Diop, que nos acompaña aquí, para quien pido un aplauso. Entonces, Frères d'âme de David Diop es el premio Goncourt, la elección de España 2018. Y entonces ha sido publicado por la editorial Anagrama, que está también presente con nosotros, y yo saludo a Isabel Obiols, que representa la editora. Y en 2019 tuvimos las deliberaciones esta mañana en presencia del académico el académico Goncourt, Pierre Assouline, aquí presente, bajo la presidencia de la gran escritora Carmen Posadas, quien va a presentar el resultado de la deliberación de esta mañana. Buenas noches. Primero quiero decir que ha sido una discusión bastante reñida. Había dos novelas que estaban empatadas y hemos tenido una deliberación muy interesante. Yo quería volver a felicitar, ya los he felicitado al mediodía, porque los hemos visto a lo largo de toda la jornada, a los alumnos y a los profesores, porque me ha parecido un nivel espléndido, muy participativo. Las reflexiones que habéis hecho eran muy inteligentes, muy originales. Para mí ha sido una gratísima sorpresa, la verdad. Esto no es cumplido, en la pura verdad. Y bueno, estábamos entre la novela de Dubois y la novela de Amélie Nothomb, y al final nos hemos decantado por la de Dubois. Es una novela que será publicada aquí en España en septiembre, la va a publicar editorial ADN. Y no sabemos cómo se va a llamar en español, en francés se llama, es un título muy largo, que yo tengo una memoria catastrófica. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Jean-Paul Dubois. Gran novela, estén pendientes cuando salga, porque les va a gustar mucho. Bueno, lo que el jurado ha resaltado en esta novela es, por un lado, que es una novela, en el más amplio sentido de la palabra, a diferencia de como pasa muy a menudo en este momento, que hay
autoficción, hay novelas históricas, hay novelas filosóficas. No, esta es simplemente una gran novela de invención, o sea, todo lo que se cuenta ahí es producto de la imaginación del autor, pero magníficamente contada, de una manera sencilla, pero al mismo tiempo profunda. Los personajes son extraordinarios, son redondos. Bueno, quiero contar un poquito, son dos señores que se conocen en la cárcel. Uno no sabemos por qué lo han encarcelado y el otro es una especie de hell angel, un gordo, le llaman es un hombre y medio, o sea, es enorme, ¿no? Y este personaje, estos dos personajes van dialogando y al mismo tiempo nos va remitiendo a la vida de el que no sabemos por qué crimen ha cometido y está en la cárcel. Pero aparte de la intriga, que también lo hay, y del sentido del humor, que también es importante, es una novela que uno se siente involucrado, o sea que directamente estás leyendo esa novela y quieres saber más y te sientes muy cercano de los personajes. Así que vuelvo a repetir, estén pendientes cuando salga, que me va a gustar mucho. Muchas gracias, Carmen. Ahora dejo la palabra a María Castellanos León, estudiante y portavoz del jurado de 2018 que ha otorgado el premio a David Diop. Bonsoir à tous et à toutes, je m'appelle Maria et l'année dernière j'ai eu le plaisir de représenter l'Université autonome de Madrid en tant que membre du jury du prix Goncourt Les choix de l'Espagne. Je tiens à dire que ce fut une expérience vraiment intéressante, même passionnante, non seulement parce que plusieurs étudiants qui venaient de différentes universités avons eu l'occasion de montrer notre opinion des jeunes étudiants sur les livres qui ont opté au prix Goncourt, mais aussi parce que l'événement en soi comportait la lecture des romans vraiment attirants en langue française avec une richesse particulière. Dans le cadre du jury UAM, mais aussi dans les autres, il y a eu une quasi-unanimité de votes pour le livre de David Diop, Frères d'âme, qui nous a tous séduits puisqu'il a su nous présenter un fait historique d'une manière très parlante aux étudiants. À travers la perspective du jeune protagoniste Alphonse Dial, nous considérons que David Diop a créé un grand roman de mémoire et d'hommage aux victimes oubliées d'un conflit d'une cruauté inouïe. Également, il nous a fait revivre ces moments historiques pour nous très lointains, ce qui nous permettra d'apprendre de ces erreurs afin de ne pas les répéter à l'avenir. De plus, nous avons bien apprécié le style de David Diop, qui a eu la capacité de créer un récit sous forme d'un monologue, déclamé par une sorte de demi-fou, qui, nourri par la tradition orale rappelant les griots, intègre les sentiments de culpabilité du narrateur et détermine un rythme obsédant en spirale qui nous rappelle une sorte d'enchantement et qui nous enveloppe dans la lecture. C'est ça ce que nous avons apprécié le plus. C'est dans ce sens où nous sommes contents de voir que le prix Goncourt, Les choix de l'Espagne, a été définitivement octroyé à David Diop, à qui je ne peux que remercier pour ce roman merveilleux qui, tout en dépeignant un vécu tragique, contient une dimension poétique et éthique qui nous a vraiment touchés. Félicitations, David Diop. Merci, María. Y antes de la entrega del premio, paso la palabra a Pierre Assouline. Bien, bonsoir, je suis ravi d'être de retour parmi vous. Je suis là ici pour pratique personnelle, mais pour représenter l'Académie Goncourt où j'étais hier, puisqu'hier on a voté pour un certain nombre de choses. Et puis, c'était un peu plus triste, on a enregistré la démission de notre président, Bernard Pivot, parce que, enfin peut-être que vous l'avez appris, donc, c'est officiel depuis hier, parce que, a-t-il dit, il va avoir 85 ans. Il ne les fait pas, mais il doit avoir 85 ans, il commence à être fatigué,
Et puis, très sincèrement, il me l'avait dit en privé, mais il y a plusieurs mois, mais aussi officiellement, il dit voilà, à mon âge, le nombre d'étés à passer avec ses amis et sa famille sont de plus en plus rares, et je préfère les passer avec des gens qui sont très proches, plutôt qu'à lire des livres, parce qu'entre le 15 juin et le 1er septembre, tous les jurés de concours lisent énormément, ils passent tout l'été à lire. En vacances, très souvent, mais quand même à lire. Et c'est un travail. On l'oublie, mais ce qu'on fait à l'Académie des concours, c'est un vrai travail. En plus, lui est président. Et le président, il a encore plus de travail que les autres. Parce qu'il faut qu'il aille un peu partout, qu'il prenne des décisions. Voilà, et donc il s'est retiré. À notre grande tristesse, parce qu'on l'aime beaucoup, il va continuer à venir de temps en temps déjeuner, parce qu'il aime bien manger. surtout dans un restaurant comme Rouen. Et bon, donc on va le convier tant qu'il veut, parce qu'il est membre honoraire, comme tous les gens qui démissionnent, mais il ne votera plus. Donc il aura les avantages, mais pas les inconvénients, qui consistent à lire beaucoup de livres. Voilà, donc je suis chargé par lui encore, puisqu'il est président jusqu'au 31 décembre, et par mes amis de l'Académie, de vous dire à quel point, d'abord, le choix de David Diop nous fait très plaisir, parce qu'il était sur notre liste jusqu'à la fin, car c'est un livre qu'on a beaucoup aimé, qu'on a lu dès le mois de juillet. Il ne faut pas oublier que nous, quand on fait notre première liste, nos choix ne sont précédés par aucun bruit, aucune rumeur, aucune légende, puisque rien n'est apparu encore, puisque les livres viennent de sortir. Donc il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'influence. Moi, c'est un livre que j'ai lu en juillet, et j'ai eu un coup de foudre pour ce livre. Je l'ai dit aussitôt à son éditeur et à mes amis, et on l'a tous lu, et il y a eu un vrai coup de foudre pour l'écriture, pour l'originalité, pour l'émotion, pour la sensibilité, on va en parler dans le débat, et pour la capacité à remuer les consciences. Car je crois que c'est un livre, c'est le genre de livre auquel on pense longtemps après. Les personnages, les deux personnages principaux, ils vous hantent longtemps après, et on a envie d'en parler. C'est pour ça que je suis très heureux d'en parler, même un an après, ce soir avec vous. Alors, j'ai assisté tout à l'heure aux délibérations du jury des étudiants venus de Grenade, de Valladolid, de Saragosse et partout, pour Jean-Paul Dubois. Et je dois dire que ce qui m'a impressionné, comme ça a été le cas dans d'autres pays, c'est la maturité de ces jeunes qui ont, dans quel âge, 18, 17, 20, un certain nombre d'années. On fait que ces personnes. Non, c'est mes étudiants, les Strasbourg qui ont 18 ans, pardon, eux ils ont plutôt 20 ans, vous avez raison. Je confonds toujours. Et qui ont une maturité, ils ont un esprit critique qu'on ne trouve pas souvent chez des adultes, qui n'osent pas trop, etc. Et ça m'a beaucoup frappé. D'autant que le français n'est pas leur langue. Donc la délibération a eu lieu en français, à la résidence de l'ambassadeur de France ce matin, et ils ont eu des livres français, je le rappelle. Parfois c'est des gros livres, hein. C'est des choses un peu difficiles. Eh bien, je trouve ça assez remarquable et je voudrais les saluer s'ils sont là. Mais c'est le cas aussi dans d'autres pays. J'étais au concours suisse il y a 15 jours, et c'était aussi le cas. On a eu des discussions très fortes. C'est d'Alembert, qui est un haïtien, qui a eu le prix, le choix suisse. Voilà. Pour nous, les concours étrangers, c'est très important. Ça a commencé il y a 22 ans à Cracovie. C'était une initiative des universités de Pologne. Et ils ont été suivis peu à peu par d'autres. Maintenant, il y en a 20, 21 depuis hier avec l'Uruguay. C'est important, pourquoi? Parce que ça fait beaucoup pour le rayonnement de la langue et de la culture française. C'est devenu quelque chose d'essentiel dans ces rouages de la culture française telle qu'elle s'exporte. Et moi, je n'oublierai jamais, il y a peut-être 15 ans, je faisais une conférence à Stuttgart, il neigeait énormément, on ne pouvait pas accéder de l'aéroport à l'endroit où je faisais cette conférence, enfin c'était terrible. Les conditions climatiques étaient terribles, et en plus il y avait un match de football à la télé. Eh bien, quand je suis arrivé, en retard d'1h30 dans la salle était archi pleine. Alors j'étais suffoqué, parce que la neige
plus le football, plus le retard du conférencier, ça fait beaucoup. Et dès que j'ai commencé, je leur ai dit, mais je suis très touché, mais vous êtes encore là, et vous êtes venus en plus. Et il y a un monsieur qui a levé la main, il a dit, vous ne pouvez pas savoir le plaisir qu'on a à entendre parler français. Et moi, ça m'a suffi. Donc depuis, je roule ma bosse un peu dans tous les pays, et ce soir, à Madrid. Voilà, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Pierre. Y ahora el momento importante de la entrega del premio a David Odier. Reproducción de un grabado de Goya, ¿no? Por la Calcografía Nacional. Y por supuesto un Cervantes. Ça, El Quijote, por supuesto, c'est la traduction de Pierre Canavaggio et de son équipe, grand traducteur, et c'est donc dans la collection de la Pléiade. Je vous le recommande, c'est un jeune auteur. Merci beaucoup. Eh bien, vous m'entendez? Oui, ça va. Donc, je suis ravi de recevoir David Diop. Je vous le rappelle, au cas où vous ne sauriez pas qu'il est maître de conférence en littérature, bien sûr, à l'université de Pau et des Pays d'Adour. Donc, en fait, c'est pas très loin, finalement. Hein. C'est tout près, enfin tout près, un vol d'oiseau. En fait, on s'est renseigné, parce que il se trouve que lui et moi, on rentre demain, et en France, qui est un pays paralysé par la grève, donc moi, je vais décider de rentrer le plus tard possible en me disant vaut mieux être en Espagne ce jour-là qu'en France. Et lui, il a trouvé une combine. Il va par Saint-Sébastien, c'est ça? Et après, il va à pied. En vélo. Donc, agrégé de lettres, à cheval entre deux pays, la France et le Sénégal. Vous êtes en France, mais vous avez grandi aussi au Sénégal. Donc, ce qui m'a frappé, déjà, la première chose, quand j'ai découvert votre livre, c'est que, c'est le titre. Je me suis dit, il est gonflé quand même. Parce que Frère d'âme, je l'ai d'abord lu comme Frère d'armes. Et je me suis dit, il est gonflé parce que un livre pareil, qui est quand même grave, faire un jeu de mots dans le titre, c'est quand même un jeu de mots, peut-être pas un calembour, mais un jeu de mots, c'est pas un peu dangereux? Alors, avant de vous répondre, je voudrais remercier déjà le jury du choix Goncourt de l'an dernier et sa représentante Maria tout à l'heure qui m'a vraiment ému par les mots qu'elle a posés sur Frère d'âme. Alors, pour répondre à votre question, je n'ai pas peur de quoi que ce soit quand j'écris. Je suis dans une situation où j'ai une grande liberté. Et c'est vrai que ce jeu de mots, qui n'est pas un calembour, vous avez eu raison de le dire, eh bien, pour moi, était important dans la mesure où il inscrivait le texte dans à la fois une réflexion sur l'amitié et une amitié qui est meurtrie, ou en tout cas qui est mise à mal, ou en tout cas qui est secouée par la guerre. Donc la fraternité d'armes et la fraternité d'âme sont compatibles. Peut-être qu'elles s'exaltent, ou qu'elles se donnent à voir, ou qu'elles se donnent à lire, d'autant plus fort que, eh bien, on est dans une situation limite.
Et là, la situation limite, c'est la guerre. Et c'est la guerre qui fait qu'un des deux personnages est inconsolable de la perte de son, plus que frère, de son ami. Donc, non, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur de... C'est bien parce que ça veut dire que vous ne posez pas de questions sur la réception. Non. D'abord, j'écris pour un premier lecteur, qui est moi. Il faut que ce que j'écris corresponde à l'atmosphère que je me suis construite pendant de longs mois parfois, et que j'appréhende aussi par l'écriture. C'est très bizarre, c'est une sorte d'échange entre ce que je conçois avant d'écrire et ce que je conçois pendant que j'écris. Et donc cet échange-là, c'est un échange assez délicat, et j'essaie de le maintenir tout au long de l'écriture. Bon, on se connaît peu, on se connaît un petit peu, c'était que j'ai rencontré à Nancy par ailleurs, et puis dans votre livre, dans vos déclarations, il y a en vous, j'ai l'impression, David Diop, plusieurs personnes, mais c'est le cas de beaucoup de gens, notamment de ceux qui écrivent. Parce que sinon, ils n'écrivent pas, tous les artistes sont doubles, parfois triples. Il y a quand même en vous, pour moi, un spécialiste du XVIIIe siècle français, du libertinage. Vous avez fait votre thèse sur Diderot, ça prouve un tropisme, aussi une éducation par rapport à la langue et au langage. Donc c'est une culture, évidemment. On est très loin de la Première Guerre mondiale. Mais ça, c'est peut-être l'autre David Diop, la Première Guerre mondiale. C'est celui qui veut réparer une mémoire aussi. Donc celui qui est plutôt sénégalais que français, même si l'autre David Diop est plus français que sénégalais. Ces deux tropismes correspondent à votre double origine. Oui, j'ai le sentiment d'écrire et que la littérature me donne à concilier, je ne dis pas réconcilier, ce que vous appelez mes deux tropismes, ou moi ce que j'appellerais mes deux sensibilités culturelles. J'ai un père sénégalais et une mère française, et il me semble que je réunis leur culture, ou ce qu'ils m'ont donné de leur culture, dans ce que j'écris. Donc je suis un et double à la fois, et cette position-là, je la confirme dans la littérature. Alors, je dis concilier et non pas réconcilier, parce que réconcilier, ça signifierait qu'il y aurait un antagonisme. Quand j'étudie Diderot, je suis aussi français que sénégalais, parce que la pensée de Diderot dépasse, je crois, les deux cultures, enfin, universelles, sa pensée. Quand j'étudie ou que je lis Amadou Kourouma, par exemple, qui est un auteur ivoirien, je suis à la fois français et sénégalais. Donc je ne dissocie pas ces deux sensibilités culturelles. Je ne les oppose pas, je les synthétise en quelque sorte par l'écriture. Et puis, il faut dire que les sujets que je choisis, notamment celui de la Première Guerre mondiale, n'est pas si éloigné que ça que les sujets que j'aborde en tant que maître de conférence, en tant que chercheur. Parce que je travaille actuellement sur les récits de voyage au XVIIIe siècle, des récits de voyage qui construisent en Afrique, qui construisent des représentations de l'Afrique et des Africains. Or, dans Frères d'âme, je réfléchis sur les représentations et les représentations européennes du soldat, du tirailleur sénégalais. Donc les siècles changent, mais il y a quand même cette préoccupation, cet intérêt que j'ai pour la façon dont se construisent dans les imaginaires une figure de l'autre. Tout de même, avec les tranchées, on est loin des salons du 18e, hein, parce que vous êtes aussi passé par là, forcément, pour vous spécialiser sur cette époque et la littérature de cette époque. J'ai l'impression que le point de départ de votre livre, c'est à la fois la lecture des lettres des poilus et aussi l'absence de lecture de lettres qui n'existaient pas. C'est-à-dire, d'une part, les poilus de la guerre des Français mobilisés dans la Première Guerre mondiale et qui se sont beaucoup écrits, et ça a été édité. Ça, c'est ce que vous avez découvert un jour et qui, je crois, a été important. Et la prise de conscience que les tirailleurs sénégalais, donc des troupes coloniales,
qui ne s'écrivaient pas, qui n'avaient pas de lettres, ou alors de lettres administratives, donc sans grand intérêt, mais qui ne s'écrivaient pas. Pourquoi ils ne s'écrivaient pas? Pourquoi? Est-ce que c'est un silence? Est-ce que c'est une impossibilité, une lacune? Une indifférence, ce serait étonnant. C'est quoi? Alors, le français est parlé au Sénégal depuis le début du 19e siècle. Il y avait une école qui a été créée dans les années 1830-1840 qui s'appelait l'école des otages. Et dans cette école, on réunissait les fils de chefs pour les préparer à l'administration de l'Empire colonial français qui commençait à se construire. Et donc il y avait au Sénégal, depuis très longtemps, chez beaucoup de gens, une maîtrise parfaite du français. Ce qui se passe, c'est que au moment de la guerre, de la Première Guerre mondiale, ceux qui partent faire la guerre sont particulièrement surveillés, ceux qui parlent le français. Car il y avait une censure qui s'opérait sur ce qui était écrit. Ils sont volontaires ou pas? Alors, il y a une partie importante des tirailleurs sénégalais qui sont volontaires, qui partent volontaires. Il faut déjà préciser tirailleurs, c'est-à-dire l'arme la plus exposée directement au front, en première ligne, dans les tranchées. Il y a un moment, je ne sais pas, vous avez vu ça, mais si dans votre livre ou ailleurs, quelqu'un dit, mais ils n'ont pas de manteau, parce qu'il fait froid. Et un officier répond, ils n'auront pas besoin de manteau, parce que de toute façon, ils mourront. C'est ça? Alors, tirailleurs, ça signifie tirer en se déplaçant. Donc ils sont en principe mobiles, et c'était comme ça que le premier bataillon de tirailleurs a été construit. C'est fantastique. Voilà. Quant à ce que vous venez de dire, sur ils n'ont pas besoin de manteau, etc., c'est une anecdote qui est personnelle, c'est-à-dire à Toulouse, j'ai visité un lycée et puis j'ai rencontré des gens et j'ai eu droit à un article dans la Dépêche sur Frères d'Armes. Et sur la place du Capitole, il y a des cafés et je suis entré dans un café et un chef de salle m'a reconnu et m'a dit, écoutez, j'ai envie de vous dire quelque chose. Mon grand-père m'a dit que s'étonnant de voir des tirailleurs qui n'avaient pas de manteau, il a demandé pourquoi et leur chef leur a répondu qu'ils n'auraient pas de toute façon besoin de manteau puisqu'ils allaient mourir. C'est une anecdote qui m'a beaucoup touché, mais dans le même temps, il faut savoir que l'armée française n'avait pas intérêt à sacrifier des soldats de cette façon-là. Donc il a pu avoir des abus, mais je pense que l'intérêt de l'armée française, c'était quand même d'équiper tout à fait correctement les tirailleurs sénégalais, ce qui a été le cas. Et si on va au musée des armées ou aux Invalides, on observe qu'ils sont quand même un uniforme tout à fait complet. Mais juste une chose, donc un certain nombre sont volontaires. Parmi ces volontaires, il y en a qui, pour eux, c'est une manière de grimper dans l'échelle sociale, d'avancer, en quelque sorte. Oui, parce que, évidemment, il y avait certaines personnes ont fait miroiter des avantages. D'abord des pensions, des avantages en nature, d'une solde, et puis aussi, parfois, ça a été dit peut-être pas très clairement, la nationalité française. Parce que la majorité des soldats qui pouvaient partir étaient des sujets français, sauf dans 4 communes au Sénégal, Gorée, Saint-Louis, Dakar et Rufisque, où on était citoyen français, mais avec un statut de citoyen un peu particulier. Donc il y a eu, si vous voulez, des volontaires qui sont partis aussi parce qu'ils avaient envie de découvrir le monde. C'est très étrange. On peut découvrir le monde de différentes manières quand on est jeune et on peut s'imaginer le découvrir en partant à la guerre. J'ai lu en préparant Frères d'Armes un général qui expliquait que, je cite à peu de choses près ces paroles qui m'ont vraiment beaucoup frappé, qu'ils soient blancs ou noirs, les jeunes gens aiment partir à la guerre en souriant. Au début, donc, ces jeunes gens partent la fleur au fusil, comme on l'a dit. C'est le cas aussi ailleurs, pas uniquement chez eux, chez les tiers sénégalais, c'est en France, en Angleterre aussi. Exactement, blanc ou noir. Donc c'était vraiment
certains d'entre eux sont partis vraiment la fleur au fusil, et avec la volonté de prouver aussi leur courage et leur valeur. Car l'armée française avait bien compris dès 1910 que, bien, dans l'Afrique, de toute l'Afrique de l'Ouest, alors les tirailleurs viennent pas simplement du Sénégal, mais du Mali, du Burkina Faso, du Niger, etc., que dans cet endroit-là de l'Afrique, on a des sociétés nobiliaires où la valeur du courage est appréciée, où on est dans des sociétés où le guerrier a vraiment une importance très grande. Et Charles Mangin, qui était le général, qui était spécialiste des forces noires, a écrit en 1910 un livre intitulé La force noire, où il explique que bien, dans ces sociétés-là, l'Afrique de l'Ouest, on a ce qu'il appelle des races martiales. Et donc ces soldats ou ces jeunes gens vont à la guerre pour prouver leur valeur. D'ailleurs, de ce fait-là, ils ont eu la réputation, et très justifiée, d'être extrêmement courageux au feu. Alors donc là, on a des volontaires. Puis il y a des gens qui n'ont rien demandé et qui sont recrutés de force dans des villages. D'ailleurs, au Burkina Faso, qui était l'ancienne Haute-Volta, on sait qu'il y a un groupe d'une dizaine de villages qui a refusé d'envoyer les jeunes gens à la guerre, et il y a eu des, on va dire, des massacres pour obliger ces gens-là à obéir. Donc il y a plusieurs cas de figure. De même, parmi tous ces tirailleurs qu'on appelle sénégalais, enfin c'est l'Afrique de l'Ouest, certains parlent français, mais d'autres ne comprennent pas le français, ils parlent Wolof ou le Peul. Oui. Alors, pour revenir à la première question que vous avez posée, donc, certains tirailleurs écrivent, il y a une censure, ils ne disent pas ce qui se passe, et puis vous avez des tirailleurs qui viennent de la campagne, parce que plus la guerre avance, plus on a besoin de troupes, et eux ne parlent pas le français, donc on les instruit. On leur enseigne un français qu'on appelle le petit nègre. Et ce petit nègre est enseigné d'une façon méthodique. On m'a offert un livre datant de 1916 et intitulé « Comment on enseigne le français aux tirailleurs sénégalais ». Et le principe du livre, c'est de dire que les langues africaines étant si pauvres, eh bien, il est nécessaire, si on veut enseigner le français aux tirailleurs, de leur enseigner un français rudimentaire. Et beaucoup de tirailleurs, d'ailleurs, ont compris qu'on se moquait d'eux, d'une certaine façon, quand ils parlaient comme les tirailleurs qu'on voit sur la boîte de Banania, il y a Bon Banania, hein. Ils ont compris qu'on se moquait d'eux, ils se sont plaints de cela. Aujourd'hui, vous, David Diop, cette boîte de Banania et les publicités, ça vous choque encore? Alors, elle n'existe plus telle qu'elle était présentée. On la voit dans les affiches. Oui, on la voit. Moi, je crois qu'elle appartient à une époque. C'est-à-dire que cette époque, c'était l'époque où la France avait un empire colonial. Et donc, c'est une époque révolue. Mais c'est une époque où il était clair que pour justifier la colonisation de l'Afrique de l'Ouest, il fallait créer une sorte de hiérarchie des races. Et dans ce cadre-là, eh bien, le tirailleur sénégalais était soit un sauvage, soit un grand enfant. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, dont je rappelle que c'est quand même un roman. Là, on parle d'histoire avec un grand H, parce que c'est le soubassement, une histoire qui est réelle. Le cas de 14, l'engagement des tirailleurs sénégalais, mais c'est un vrai roman qui a une dimension poétique qui change tout par rapport au livre d'histoire, qui fait passer des choses sur la guerre, la Première Guerre mondiale en général, qui sont extraordinaires sur l'usage des gaz, de l'hypérite et des autres gaz, qui ont été expérimentés dans les tranchées de 14. Beaucoup de choses passent à travers votre histoire. Il faut bien le rappeler, c'est deux jeunes gens qui sont amis. L'un meurt, l'autre survit, mais finalement il va basculer dans une sorte de folie. Je n'appelle ça comme ça, mais peut-être qu'il trouverait un autre nom. Quelle trace ça laisse en eux? Parce que vous racontez un certain nombre de choses, et notamment que la réputation de celui qui survit, il a un coucou, il va trancher les mains de l'ennemi, et il rapporte à chaque fois une main à ses camarades comme un trophée. Alors évidemment, ça fait peur aux autres, leur
rumeur circule qu'il y a des Noirs qui ont des coupes et qui mutilent des cadavres, ou parfois ce ne sont pas tout à fait des cadavres, parce qu'on ne sait plus qui est mort, qui est vivant, dans cette folie. Et ça, d'un certain côté, ça dénonce quelque chose, mais de l'autre, ça accrédite le mythe ou la légende du noir qui a ensauvagé la guerre. C'est ce que disaient les Allemands. Et cette histoire-là, moi j'appelle ça le syndrome du coupe-coupe, ça a beaucoup compté par la suite, au moment de l'occupation de Narour par les troupes françaises, où les Allemands se sont sentis humiliés d'être occupés par des Noirs, et ils n'arrêtaient pas de dire, mais cette armée française, qu'est-ce que c'est? Il n'y a que des nègres parmi eux. Et en 1940, on en parlera après, mais en 1940, ça a beaucoup compté aussi. Alors, est-ce qu'on peut revenir là-dessus, sur le prétendu ensauvagement de la guerre par la présence des tirailleurs? Oui, alors, les Allemands ont reproché à la France d'avoir négrifié leur armée et d'avoir introduit en Europe la barbarie en faisant intervenir des troupes noires. C'est, si vous voulez, une guerre de propagande aussi, la Première Guerre mondiale. Et donc, moi, évidemment, j'ai bien compris, quand j'ai analysé le détail de l'uniforme des tirailleurs sénégalais, que l'armée française aussi avait joué sur la peur qu'elle pouvait provoquer chez l'ennemi, en faisant que dans l'uniforme du tirailleur, il y avait un coupe-coupe. Et ça, on peut le voir, justement. C'est prévu, il y a un étui. Vous avez l'étui, vous avez le coupe-coupe. Pourquoi? Eh bien, c'était pour effrayer les Allemands. Et certains bataillons de choc des tirailleurs sénégalais, eh bien, allaient nettoyer, comme on disait, hein, c'était le terme, des tranchées. C'est-à-dire en pensant qu'il y avait des blessés, tués au coupe-coupe, pour vraiment terroriser les Allemands. Et il y a des Allemands qui, dès qu'ils voyaient les tirailleurs sénégalais, jetaient leurs armes et se rendaient. Donc l'armée française, finalement, aussi a entretenu une image, une représentation du tirailleur sénégalais comme un sauvage. Et du coup, la réponse de l'Allemagne ou des Allemands ne s'est pas fait, n'a pas tardé, puisque j'ai pu constater dans des journaux caricaturaux, on dirait, hein, mais des journaux de propagande, j'ai pu constater qu'il y avait des images où on représentait le tirailleur sénégalais avec des traits grossis, avec un rictus, un air de sauvage et surtout une sorte de ceinture où pendaient des crânes humains. Et le coupe-coupe, évidemment. Donc, il y a eu une guerre, en fait, de propagande autour du tirailleur sénégalais qui a coûté très cher aux tirailleurs sénégalais parce que pendant 40, en juin 40, quand les troupes allemandes sont entrées en France, elles ont parfois, surtout les Waffen-SS, massacré sans autre forme de procès des tirailleurs sénégalais dès qu'elles les voyaient, même prisonniers. Et on dit que Jean Moulin, qui était préfet de l'Eure-et-Loire, est entré en résistance parce qu'il a refusé de signer un procès verbal que les SS lui présentaient pour dire que c'était eux qui avaient, les tirailleurs, massacré des populations françaises alors que c'était eux qui l'avaient fait. Il a refusé et il a été démis de ses fonctions immédiatement. Alors pour être plus précis, parce que je trouve que j'ai fait une enquête là-dessus, c'est donc en juin 40, l'armée allemande, c'est pas les SS, c'est la Wehrmacht, hein, qui envahit la France. Ils sont à Chartres. À Chartres, le préfet, c'est Jean Moulin. Et le premier acte, c'est de dire au préfet, monsieur le préfet, vous avez vu qu'il y a des tas de cadavres français de civils, là, dans les culs de Passe-Fosse. Ce sont vos nègres qui ont fait ça. Voilà, vous avez signé un papier, comme quoi, en tant que préfet. Et il refuse, en disant, mais non, c'est pas nous, c'est la Luftwaffe qui a tiré partout, et ils sont tombés dans les fossés, et c'est vous qui les avez massacrés, tous ces gens, cette population civile. Donc, il n'est pas question que je signe. Et donc, on le jette dans la cave de sa mairie,
où il y a déjà un tirailleur sénégalais qui gît par terre, blessé, et on lui dit, puisque vous aimez tant les nègres, vous allez passer la nuit avec l'un d'entre eux. Et il se retrouve là. Il essaye de le soigner, mais il ne peut pas. Et c'est, en fait, c'est là qu'il va essayer de se suicider. Il va se suicider, et au petit matin, on le retrouve exsangue, on l'amène rapidement à l'hôpital pour le soigner, et à la suite de ça, il sera démis de ses fonctions un petit peu après quand même. Et j'ai un ami historien qui s'appelle Pascal Blanchard, qui me dit qu'il est en train de travailler sur un livre de photographie de chars allemands, photographie prise par des SS là, de chars allemands roulant sur les cadavres de tirailleurs sénégalais. Ça, c'est la revanche de l'occupation de la Roue. Oui, de la Rhénanie en 1920. De la Rhénanie, oui. C'est... Que vous dit la réception de votre livre? Les gens que vous rencontrez, vous avez fait beaucoup de débats, vous avez reçu, il faut voir le livre de poche qui vient de sortir en France, de Frères d'âme, et avec bande, il y a tellement de prix, on dirait la veste d'un général avec toutes les décorations. Il n'y a plus de place pour rajouter une bataille. Et là, il y a le prix machin, le concours des lycéens, le concours espagnol. Combien vous avez reçu de prix? En tout, en comptant les choix Goncourt, 15. C'est indécent, je trouve. Bon, j'en souhaite encore plein d'autres, mais il n'y aura plus la place. Donc la couverture va... et c'est pas fini. Que vous dit l'accueil fait à votre livre? Vous avez rencontré beaucoup de gens. Tout à l'heure, vous disiez à Toulouse quelqu'un qui vous parle. Vous avez eu d'autres choses qui vous ont marqué, qui vous ont touché dans l'accueil? Oui, j'ai rencontré beaucoup de Français qui venaient avec des archives familiales, des photographies, des lettres. Et ça m'a vraiment beaucoup impressionné. Vraiment, parce que je me suis dit, voilà, finalement, quand on écrit un roman et qu'on n'imagine pas ce que ressentent certains lecteurs, les émotions ressenties par certains lecteurs, ils viennent vous donner des preuves que ces émotions sont extrêmement fortes. Et moi, je vous dis que souvent j'étais au bord des larmes parce que j'avais des histoires de famille qui m'étaient racontées, où un tirailleur sénégalais était réputé avoir sauvé le grand-père et qui le racontait à tout bout de champ. Et ça se multiplie beaucoup. Et des blancs. C'était des blancs qui venaient raconter que, bien voilà, un tirailleur sénégalais était allé chercher leur grand-père et que finalement, ils devaient d'une certaine façon leur naissance à ce tirailleur sénégalais. Et la mémoire de ce tirailleur sénégalais était conservée dans la famille. Comme ça. Alors, ça arrive très souvent. Ce qui m'a fait penser que, finalement, les préjugés dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, ils ont volé en éclats dans beaucoup de cas. Pourquoi? Parce que les troupes, je parle des troupes de poilus, c'est-à-dire les non-gradés qui allaient faire la guerre à côté des tirailleurs sénégalais, ont partagé les mêmes souffrances. Et ce partage de la souffrance a ramené, si vous voulez, jusqu'à l'os l'humanité des uns et des autres. Les a fait se rejoindre dans une humanité, ce qui est très paradoxal dans une guerre aussi violente. Donc la violence, d'une certaine façon, a provoqué une forme de fraternité. Et ça, vous le dites bien, on le comprend bien, parce que vous avez eu la finesse et la subtilité de ne pas situer géographiquement la bataille. C'est pas à Verdun, c'est pas la bataille d'Ypres, ça peut être n'importe quelle des batailles de 14-18, on ne sait pas où c'est, et c'est pas situé dans le temps non plus, c'est entre 14 et 18, donc ça a tout de suite une dimension universelle. Alors il y a une dimension poétique, bien sûr, mais il y a aussi une dimension politique, même si elle n'est pas souhaitée. Est-ce que vous la voyez? Oui, alors pour revenir à ce que vous avez dit sur la dimension universelle, c'est lié, je pense, au point de vue narratif que j'ai choisi. Si j'avais voulu raconter, écrire un roman historique, j'aurais pris mon personnage du Sénégal, je l'aurais mis dans un bateau, il serait arrivé... Ce n'est pas un roman historique du tout. Non, non. J'ai voulu justement traduire le fait que
très souvent les soldats, qu'ils soient blancs ou noirs, sur le champ de bataille, ne savent pas pourquoi ils se battent, ne savent pas où ils sont. Oublient finalement ou ont une représentation unidimensionnelle du champ de bataille et meurent pour gagner 30 mètres de terrain, ce qui n'a pas de sens. Et du coup, si je n'inscrivais pas la bataille dans un lieu, si je n'avais pas choisi cela, si je n'ai pas choisi cela, c'est parce que je voulais qu'on comprenne bien que le personnage était pris dans ses pensées. Finalement, il pense la bataille plutôt qu'il agit la bataille dans ce texte-là. Et du coup, finalement, tous les soldats, depuis l'Antiquité, où je dois dire que la lecture de l'Iliade a aussi influencé l'écriture de Frère Dame, eh bien, sont dans ce corps à corps avec un ennemi, mais ne savent pas pourquoi, au bout du compte, ils se battent. Dans l'absurdité de ce qui se passe, hein, en tout cas, une fois que la fleur au fusil est passée, c'est quand même, on parlait du couple tout à l'heure, où les Allemands disent c'est barbare, enfin par rapport au gaz, c'est rien. Les gaz ont fait des ravages considérables. Non seulement ils ont tué, mais ils ont asphyxié des gens, qu'ils ont fait mourir, des soldats, des deux côtés. Ils les ont asphyxiés progressivement, c'est-à-dire que les gens, une fois qu'ils étaient intoxiqués, mettaient un temps fou à mourir dans des convulsions atroces. Je veux dire, par rapport, enfin, l'aviation a pilonné, l'artillerie a pilonné ces champs la terre était tellement retournée qu'elle n'a pas été cultivable pendant des années et des années. Je veux dire, par rapport à un couteau, qu'est-ce que c'est? Oui, alors je suis d'autant plus sensible à ce que vous dites du gaz que mon grand-père, mon arrière-grand-père, du côté maternel, a été gazé à l'Hypérite pendant la Première Guerre mondiale. Il était tirailleur? Je dis du côté maternel. Oui. Ma mère est française. Français. Ma mère est française. Et cet homme-là, que je n'ai jamais connu, n'a jamais raconté ce qu'il avait vécu. Bon, il est mort beaucoup plus jeune qu'il aurait dû, puisqu'il avait les séquelles de ses blessures. Mais si vous avez raison, je pense que j'ai essayé de réfléchir dans Frère Dame sur la question de savoir si c'était la guerre qui était sauvage ou le soldat qui était sauvage. La Première Guerre mondiale, Blaise Cendrars s'en parle d'une façon, pour moi, extraordinaire. Dans La Main coupée, il écrit que la Première Guerre mondiale, c'est une guerre usinière, c'est une guerre industrielle. Il y a un flot de bombes à fragmentation qui tombent toutes les heures, tous les jours, toutes les minutes, pendant des années, des mois entiers. Et ces bombes à fragmentation, elles éventrent et elles coupent les mains. Lui, il était légionnaire. Oui, voilà. Il était quelqu'un qui nous a marqué parmi les écrivains qui ont parlé de la guerre. Oui, beaucoup. Et d'autres aussi. Alors évidemment, Céline, Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Voyage au bout de la nuit. Et puis qui d'autres? Pour Frère Dame, essentiellement. Mais par exemple, du côté allemand, Ernst Junger. Ernst Junger aussi. Orage d'acier. Et d'ailleurs, c'est très étonnant parce que Blaise Cendrars et Ernst Junger se mettent en scène comme des héros de guerre, mais d'une façon symétrique. Mais Junger est un vrai héros. Oui, alors un héros, c'est-à-dire quelqu'un qui se raconte aussi comme étant un héros. Oui, mais qui est reconnu, qui est légitimé comme tel. Bon, mais c'était le cas également de Blaise Cendrars. Et ce qui m'a fasciné dans ces deux textes-là, c'est qu'ils décrivent le champ de bataille de la même façon. Est-ce que vous connaissez cette phrase de Maurice Genevoix, qui est un grand écrivain français, aujourd'hui un peu oublié, mais enfin important, qui a écrit un livre absolument extraordinaire qui s'appelle Ceux de 14, puisque lui-même est un ancien combattant qui a été blessé atrocement et qui est retourné au front. La guerre, c'est le paysage qui vous tire dessus. Oui, et on a une illustration de cette belle phrase dans un tableau que j'ai pu voir à Dresde, qui est le triptyque d'Otto-Dix. Ce tableau où le peintre allemand, un peintre allemand qui s'appelle Otto-Dix, qui a fait la guerre, présente le champ de bataille comme un lieu où finalement la terre est retournée. La terre est la mort. La terre devient la mort. La terre mélange le sang, les entrailles des combattants au sable, à la terre. Et
Ces images-là, j'allais le dire, hein, on les retrouve à la fois chez Blaise Cendrache et chez Ernst Jünger. L'image de ces soldats qui sont accrochés à des fils barbelés et qui pourrissent pendant des années. L'image de ces terres où il y a eu une bataille en 1914, une autre en 15, une autre en 16, une terre labourée par les bombes où les corps remontent à la surface. Et ça, c'est, si vous voulez, la vision d'une guerre où, en effet, c'est le paysage qui dit la guerre, c'est le paysage qui vous tire dessus. Vous ne savez plus d'où vient la mort. Ce que je comprends, une fois que je vous ai lu et relu, c'est que à la fin, il n'y a pas de vainqueur. C'est la guerre qui est gagnée. Mais français ou allemand, il n'y a pas de vainqueur. Oui. D'ailleurs, on a des témoignages qui indiquent que les Français, hein, au moment de l'armistice, eh bien, ont été heureux non pas d'avoir gagné la guerre, mais que la guerre ait cessé. Donc, quand on réfléchit aux commémorations, il faut réfléchir aussi au fait que les manifestations de joie, elles étaient dans le fait que la guerre s'arrête. C'est tout. Est-ce que le statut des Sénégalais qui sont retournés au Sénégal, donc qui ont rescapé, survivants, est-ce que leur statut a changé? Comment ils ont été accueillis? Est-ce que parmi eux, il y avait des gueules cassées? Oui, il y a eu des blessés graves. Il y a un historien qui évoque ce bateau qu'on appelle le Flandre, qui part de Marseille en 1919 et pour arriver à Dakar, avec des troupes qui étaient donc rapatriées en Afrique. Et sur ce bateau, il y avait des tirailleurs sains de corps et d'esprit, il y avait des gueules cassées, il y avait des estropiés, beaucoup d'amputés, hein, et il y avait aussi 99 fous. 99 fous, malades mentaux suite au traumatisme de la guerre. C'est le cas du vôtre, votre héros? Oui, alors vous posiez la question tout à l'heure, en effet, on peut penser qu'il devient fou. Et ces 99 fous sont rentrés dans leur village, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et ils sont rentrés et ils ont tellement marqué les gens que ce sont devenus, ces fous, des figures littéraires. C'est-à-dire que dans la littérature ouest-africaine, il y a souvent l'image d'un fou qui a fait la Première Guerre mondiale. Comment on l'appelle? Il porte le nom? Alors ça dépend des ethnies et des langues, hein, mais il est là. Il fait un salut militaire devant l'espace vide. Il crie, il marche au pas, il tient un fusil imaginaire. Et ça devient vraiment une figure littéraire qui impressionne la population et puis qui est là pour marquer aussi la folie de la guerre. Mais il est respecté ou méprisé? Alors, tous ne reviennent pas fous. Vous avez la conscience aussi en France que ces troupes qui sont venues d'outre-mer eh bien, peuvent participer à l'administration de la colonie. Donc il y a beaucoup de tirailleurs qui ont acquis un statut social, qui sont devenus postiers, qui ont eu si vous voulez, des postes dans l'administration coloniale. Donc le fou, il est libre de circuler. Souvent dans les pays d'Afrique de l'Ouest, le fou n'est pas enfermé. Mais il est moqué, certes, mais aussi on le plaint. Votre livre, il est quand même, il faut bien le dire, il est dur, il est violent, il est cruel, et en même temps, il y a quelque chose de léger, parfois qui en émane, parce que bon, c'est quand même dur, ça. On n'a pas parlé des femmes. Il y a une femme quand même. Vous pouvez en parler? Oui, il y a plusieurs femmes. Il y a d'abord la mère du personnage principal. Le roman s'organise en deux temps, en deux moments. D'abord, il y a le temps de la guerre, extrêmement violent, et ensuite, il y a le temps du retour en Afrique, mais de la remémoration. C'est-à-dire que le personnage est envoyé à l'arrière et qu'il repense à sa vie, à sa courte vie. Et ce personnage, c'est un personnage qui est un métis, d'une certaine façon, puisqu'il est le fruit des amours d'un paysan wolof, donc d'un sédentaire, et d'une peul, c'est-à-dire d'une femme qui
appartient à une ethnie de nomades qui suivent leurs troupeaux. Ce personnage, Alpha Ndiaye, donc, pense à ses parents et notamment à sa mère qui est partie, pour une raison qui est expliquée dans le roman. Mais j'ai voulu construire un personnage qui avait une faille, un personnage issu d'une Afrique qui n'est pas idéalisée. Et ce personnage voit cette faille se creuser en Europe. Mais il y a un autre personnage féminin qui est très important, c'est Farid Thiam, c'est la jeune fille qui se donne à lui juste avant qu'il parte à la guerre. Et j'ai voulu montrer que, eh bien, il y avait dans cet acte-là une sorte de défi lancé à la tradition qui interdit une telle relation. Parce qu'il y a chez cette femme la conscience que cet homme-là ne reviendra pas de la guerre. Et puis il y a un leitmotiv qui relie ça, qui dit en permanence une phrase, je n'ai pas envie de la trahir, alors vous pouvez la dire, cette phrase qui revient régulièrement. Par la vérité de Dieu. Alors par la vérité de Dieu, ça vient d'où? Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, par la vérité de Dieu, c'est une expression que j'ai traduite du Wolof. En Wolof, c'est Wak de Guya. Et cette expression, elle est vidée de son sens religieux. Ça devient une sorte de moyen d'échange, de ponctuation d'une conversation. Et comme je souhaitais que mon personnage ne parle pas le français, mais que ses pensées soient traduites en français. Mais je souhaitais aussi que le lecteur comprenne bien que le personnage pensait dans une autre langue. Donc il fallait que je travaille le français, je lui donne un rythme qui permette au lecteur francophone de comprendre qu'il y a derrière ce français-là un horizon culturel et une autre langue, le rythme d'une autre langue. Cette expression, donc, par la vérité de Dieu, nous sert à rythmer le texte, à des moments précis, au moment où je veux suggérer que le personnage, par exemple, perd la raison, ou au moment où je veux exprimer l'idée qu'il est très ému. Je multiplie les répétitions. C'est séculier, ça n'a rien de religieux. Voilà. Si vous deviez payer votre dette à un écrivain dans l'écriture de ce livre, ce serait qui? Ça serait Amadou Kourouma. Amadou Kourouma, que vous connaissez certainement, a vraiment, justement, s'est trouvé une langue d'écrivain en français, alors que lui, sa langue maternelle était le malinké, en tordant le français, en lui donnant un rythme étrange, en allant par exemple aussi aller chercher les mots vieillis en français. Souvent, je pense à cette expression qu'il utilise dans un de ses romans. Il dit un tel personnage va viander. Et le mot viander vient du vocabulaire de la venaison, de la chasse en France, et c'est un mot ancien qui a disparu. Donc il travaille avec des dictionnaires pour retrouver ou trouver des mots qui suggéreront un autre horizon culturel, mais des mots français. Qu'est-ce que ça veut dire, viander? Viander, c'est être en pique-assiette, c'est courir, pour Amadou Kourouma, hein, c'est courir tous les baptêmes, tous les mariages, tous les deuils, pour manger gratuitement, parce qu'en Afrique de l'Ouest, dans ces moments-là, les portes sont ouvertes, et les gens qui n'ont pas les moyens de faire autrement, bien viennent manger. Donc viander, c'est ça. Alors nous, on connaît bien en France les pique-assiettes, surtout dans le milieu littéraire, on bien, mais on dit pique-assiette, mais on n'a pas de verbe. Mais là, vous voyez, c'est ça. Et en ancien français... Je vais pouvoir dire maintenant, après le prix Goncourt, à chaque fois, il y a un mot de fou qui vient viander. Je vais le dire, je vais les épater un peu. Je dirais que c'est grâce à vous et à Kourouma. Dites plutôt que c'est grâce à Kourouma. Mais aussi grâce à vous. Mais c'est ce qu'on attend de tous les écrivains qui viennent d'ailleurs, que ce soit du Québec ou du Sénégal ou d'ailleurs, c'est d'enrichir et de renouveler la langue française. Mais on peut être un vrai Parisien depuis des générations, ou de la banlieue parisienne, comme Céline, et en faire tout autant. Tout à fait. Puisque donc c'est pas uniquement une question d'être né ou de venir d'un imaginaire exotique ou étranger. Oui, l'argot est un peu exotique, moi je trouve. Hein. Pour Céline? Oui. Mais est-ce que c'est de l'argot? Non, c'est une langue extrêmement écrite, c'est de l'argot écrit.
Céline m'a beaucoup influencé. Mais c'est très étonnant, ce sont des images. J'ai lu Céline bien avant d'écrire Frères d'âme, et il y a une scène qui m'a profondément marqué, c'est celle où les deux héros laissent mourir leur capitaine alors qu'il est éventré. Et ça, ce sont des images qui me frappent. Et il y a un autre texte qui n'a rien à voir et qui m'a vraiment marqué, c'est la fin du procès de Kafka, où le personnage a l'air d'être éventré en quelque sorte par ses bourreaux et ses juges à la fois. Cette image-là, étrangement, elle hante aussi Frères d'âme. Donc plus je réfléchis à ce que j'ai écrit, plus je vois des influences qui sont un peu inédites, un peu inouïes. Et donc l'échange avec le public, autour du texte me permet de mieux comprendre en fait. Vous faites penser à ces écrivains qui disent « j'aime beaucoup les interviews qu'on vient faire de moi, ça me permet de savoir ce que je pense ». Ce que j'écris aussi. Alors on va en profiter, c'est une très bonne passerelle, un très bon relais, pour demander à la salle, je n'ai plus une heure, vous jetez des œufs, des tomates, c'est bon. On va demander à la salle s'il y a des questions pour permettre à David Diop de savoir ce qu'il pense de son livre et pourquoi il l'a écrit, ce qu'il ne sait pas encore, et grâce à lui, il va le décrire. Mais à force, je commence à le deviner là. À force. Qui veut intervenir? Oui, monsieur. Monsieur ici. Je vous remercie, Monsieur Pierre Assouline et Monsieur David Diop. Je dirais un grand profit de votre conversation, ce qui m'a donné envie de lire et d'acheter le livre. Bon, je voudrais vous poser une question. C'est une question très mineure, bien mineure. Mais au début de votre conversation, vous avez parlé, vous avez dit que le titre du livre, Frères d'âme, est un peu, je ne dirais pas un calembour, mais un peu un jeu de mots. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Frères d'âme est un jeu de mots. Alors, d'abord, monsieur, je dois vous remercier parce que vous avez utilisé 3 fois le mot conversation, et c'est un mot que j'aime beaucoup, parce que c'est une chose que j'aime beaucoup, d'autant plus qu'elle est menacée. Alors, moi je pense qu'elle est menacée aussi en Espagne, parce que toutes les tertulias auxquelles j'ai assisté, au bout de 5 minutes, les gens se tapent dessus et crient. En France, on ne crie pas, mais c'est pire. On coupe la conversation très vite. Et l'intérêt de ce genre de rencontre, c'est d'avoir une vraie conversation entre des gens qui ne s'interrompent pas comme à la télévision, où c'est devenu insupportable. Et pour ça, je remercie David Diop. Enfin, pour moi, le jeu de mots frère d'âme, c'est par rapport à frère d'armes. L'expression consacrée, c'est frère d'armes, avec un R, A-R-M. Alors c'est frère d'armes, d'armes. Arme et âme. Et voilà. J'ai même un ami écrivain qui s'appelle Antoine Blondin, que j'aimais beaucoup, et qui avait fait un jour un article intitulé Mauriac, François Mauriac, est un trafiquant d'âmes. D'âmes. Oui, c'était ça qui était bon. Parce que trafiquant d'armes, Mauriac, bon, Et en espagnol, je crois que le jeu de mots fonctionne, hermanos de armas. D'accord. S'il y a d'autres questions, d'autres interventions. Alors j'ai une technique avec mes étudiants qui est la suivante, quand il n'y a pas de questions, c'est qu'il y a une question mais n'ose pas la poser. Ça permet de repérer quelqu'un qui a... Ah oui, d'accord, ah oui. Ça a marché votre technique. Et en fait, vous avez expliqué comment vous avez arrivé à créer ces rythmes obsédants en spirale. Mais ma question est pourquoi vous avez voulu les faire
cette technique? Pourquoi ces rythmes en spirale pendant surtout la fin du roman? Oui, alors j'ai peut-être pas fini le raisonnement tout à l'heure que je menais. J'ai pas voulu écrire de lettres fictives. Pourquoi? Parce que je voulais que mon personnage soit un paysan qui ne parle pas le français. Et donc, ce paysan qui ne parle pas le français, il pense en wolof. Et je suis en quelque sorte son premier traducteur. Mais c'est un personnage qui revient sans cesse sur une scène initiale. La scène initiale traumatique, c'est celle où il doit choisir soit d'achever son camarade pour éviter qu'il souffre trop et le tuer, soit le laisser souffrir parce qu'il ne veut pas tuer son camarade. Mais c'est un choix impossible, parce que dans les deux cas, il en conçoit une extrême culpabilité. Et par ce rythme cyclique, notamment aussi par le fait que le personnage reconduit cette scène initiale sur le champ de bataille en allant chercher un ennemi et en lui faisant exactement, finalement, ce qu'a subi son ami, mais là, en prenant une décision, c'est-à-dire il le blesse et ensuite il le tue. J'ai voulu donc montrer que c'était un personnage qui revenait sans cesse sur ce choix impossible initial, aussi par le rythme de la langue, par cette façon qu'il avait de ressasser, c'est une sorte de ressassement en fait, sa souffrance et sa folie. C'est moi qui remercie. Bonjour, moi je suis un des personnes qui n'avaient pas le courage de poser la question. Donc, vous avez fini par l'avoir. Oui, donc merci d'être venu. Et nous sommes les élèves du jury. Donc, et moi j'avais personnellement une question parce que je viens des Calices et là j'ai la chance d'avoir une faculté qui donne beaucoup d'importance à la littérature africaine et des écrivains africains. Et c'est un thème qui m'a toujours intéressé personnellement, surtout du point de vue de l'identité. Là, j'ai eu la chance d'étudier les premiers écrivains africains, du genre Senghor, Damas, tous ces grands écrivains de la littérature franco-africaine. Donc je voulais justement vous demander quelque chose un peu personnel, souvent pour savoir comment vous vous sentez du point de vue des entrailles. Est-ce que vous avez écrit ce livre avec des entrailles africaines, françaises? Parce que c'est toujours une question qui m'intéresse du point de vue dans quelle étagère on met un livre africain? Dans l'étagère littérature française, littérature francophone, littérature africaine. C'est important? Vous croyez que c'est important ou c'est une question? Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir votre avis, de vos entrailles les plus sincères. Donc, merci. Alors, ma langue maternelle et ma langue d'écrivain, c'est la même, c'est le français. Oui, tout à fait. Et donc, vous parlez d'entrailles. J'ai essayé d'expliquer tout à l'heure que j'ai plus d'entrailles que d'autres, peut-être. Ouais, c'est pour ça que je voulais vraiment savoir votre avis. C'est difficile à dire, mais je ne me sens pas séparé. Et quand vous dites dans quelle étagère mettre un livre, pour moi, la littérature, elle dépasse les étagères. Mais j'ai des sensibilités culturelles. C'est-à-dire que je ne veux pas dire que j'ai deux cultures. Je veux dire que j'ai la culture française que peut-être ma mère m'a donnée. J'ai la culture sénégalaise que mon père m'a donnée. Ce sont des cultures spécifiques. Chacun vit sa culture d'une façon particulière et moi j'en fais aussi autre chose. Je ne me dissocie pas. C'est-à-dire que je suis à la fois double et un. C'est très compliqué à expliquer. C'est pour ça que oui, c'est pour ça que vous me posez la question. Vous m'embêtez en fait. Mais j'aime votre question en même temps. Parce qu'elle me pousse à réfléchir ou à exprimer des choses qui ne relèvent que du sentiment, de la sensation. Vous voyez ? Et quand j'écris, en tout cas à Frères d'âme, j'ai l'impression de
de ne pas être dissocié. Hein? Et si vous voulez ranger mon livre dans une étagère, je crois que ce sera difficile. Vous pouvez en acheter deux, et en mettre un sur une étagère et l'autre sur l'autre. Non, mais c'est pas Alors, permettez-moi de ne pas être tout à fait d'accord. Je vous connais tout à l'heure, vous avez délibéré. Hein. Ouais. Il est très bon, je vous dis tout de suite, il est très bon. C'est Alicante, au Grenade. Non, t'es Cadiz, disculpa. Cadiz. Eh bien, c'est pas avec les entrailles qu'on écrit, c'est avec un stylo, avec une machine de traitement de texte. Ouais, c'est vrai. Les entrailles, c'est... Si c'est avec les entrailles, on ne sait pas que c'était avec les entrailles. C'est bien après qu'on se dit, tiens, j'ai écrit ça avec mes tripes, avec mes entrailles. Mais en principe, c'est avec quelque chose, et avec ça. Vous rêvez en quelle langue? Voilà. Je rêve en français. C'était tellement évident que vous avez mis une minute. Oui, mais... non, c'est parce que je pense que quelqu'un qui vit en Espagne, par exemple, pendant très longtemps, peut rêver en espagnol. Et je sais, je connais une personne qui m'est proche qui m'a dit, et c'est à elle que je pensais, qu'au bout d'un moment, quand on est dans un pays, on rêve dans la langue du pays. Et quand je suis au Sénégal pendant un long moment, eh bien, je rêve en wolof. Vous voulez parler? Oui, je parle, donc je rêve aussi. Alors, pour répondre à votre question précisément, parce que c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup, il y a 10-12 ans, une dizaine d'années, j'ai fait scandale sans faire exprès dans un article que j'ai fait dans Le Monde, où je travaillais, le journal Le Monde, parce que j'avais été à la FNAC à Paris, comme c'est tous la FNAC, à l'Étoile, hein, donc la grande FNAC. Et puis, je voulais acheter un livre d'un ami, Tara Benjeloun, et qui venait de sortir, qui avait un grand succès. Alors, je cherche, il y a une table best-seller. Alors, je regarde la table best-seller et je ne trouve pas son livre. Alors, je demande à un vendeur, enfin, d'abord, je cherche un vendeur, je mets 2 heures à en trouver un. Bon, et puis, quand j'en trouve un, je lui dis, mais je ne comprends pas, il n'est pas sur, vous l'avez pas, son livre, il vient de sortir, et c'est un grand succès. Il dit, si, on l'a. Je dis, écoutez, je regarde, je ne vois pas. Il dit, non, mais c'est pas là qu'il faut chercher. Alors, il m'emmène, tout au fond du rayon, un rayon caché, littérature du Maghreb. Il me dit, vous voyez qu'il est là? Je dis, mais pourquoi vous le mettez là? Il me dit, parce que c'est un ordre qu'on a reçu de notre direction. Il faut que les gens apprennent à se débrouiller seuls. Donc bientôt, il n'y aura plus du tout de vendeurs, vous ne pourrez même plus vous plaindre. Et les gens vont avoir l'habitude de chercher, de trouver par eux-mêmes. Et il dit, par exemple, quelqu'un qui voudrait un livre de Hamid Mahalouf, il ira au rayon Liban. Je dis, ah bon? Et alors, par exemple, Kundera. Kundera, il me dit, venez voir. Alors là, le rayon tchèque, il faut vraiment le trouver. Hein. Je dis, mais c'est absurde. Alors je dis, bon. Donc, où est le rayon belge? Il me dit, pourquoi? Je dis, je sais pas, Amélie Nothomb me dit, ah non, elle est sur la table des best-sellers. Bon. Donc, il y a des exceptions. Je trouve ça, et je l'ai raconté, j'ai fait un article pour dénoncer ça, et l'autorité de la FNAC m'a appelé, il me dit, oui, mais c'est une éducation du consommateur, pour plus tard. Je dis, c'est absurde, parce que la salle derrière, il y a la littérature étrangère. Et si vous prenez le rayon littérature de langue anglaise, vous avez Hanif Qureshi, qui est pakistanais, Salman Rushdie, qui est anglais, qui est indien, pardon. Vous avez Kazuo Ishiguro, qui est d'origine japonaise. Leur point commun, ils écrivent en anglais. C'est ce qui compte. Moi, libraire, en tout cas lecteur, ayant une bibliothèque comme vous, je n'hésite pas une seconde, je le mets dans littérature de langue française. Et pour moi, David Diop n'est pas un auteur francophone. Et je me bats dans les salons du livre où je suis invité. Quand je suis dans un débat, je vois qu'il y a des débats de littérature francophone, on n'invite que des auteurs africains, haïtiens, entre eux. Et puis les autres, les Français, ils sont à part. Je ne sais pas lesquels sont à part des deux. Mais je dis toujours, mais non, il faut qu'on parle tous ensemble. Parce que la vraie patrie d'un écrivain, c'est sa langue. C'est pas son passeport. C'est pas son passeport. Ça n'a aucune importance.
Donc c'est important de savoir d'où il vient, quels sont ses imaginaires et tout ça, mais fondamentalement, on est de la même patrie. Oui, tout à fait. Et je voudrais revenir sur la formulation de la question du jeune Galicien. Il a raison. De Cadiz, il est. Ah, non, j'ai pardon. De Cadiz. Cadiz, j'ai pas bien entendu, pardon. Quand il pose cette question, il demande si l'écriture sort des entrailles. Et vous avez fait le geste du cerveau. Ça, c'est une différence culturelle. Ouais, parce que moi je suis andalou. Hein. Alors, si les Andalous s'en mêlent, non, on ne peut pas. Ça, c'est très grave. C'est très grave. De l'Afrique, C'est-à-dire que le cœur est où on veut, dans le fond. Et le centre de l'écriture, il peut être là, il peut être là, ou les deux en même temps. Et ça passe quand même par la connaissance, par la forme, par la mise en forme. Oui. Et c'est il y a la raison, il y a l'émotion. L'émotion est là, mais la raison est là. Oui, mais justement, en écrivant Frères d'âme, j'ai joué sur les deux. C'est-à-dire que ça me sortait des entrailles, ce que j'écrivais, ça remontait vers le cœur. Hein. Et en même temps, cette émotion que j'avais à décrire des choses qui sont très dures, j'essayais de les contrôler. Et ce qui m'aidait à les contrôler, c'était le rythme de l'écriture. Parce que j'écris manuscritement. J'écris pas sur l'ordinateur de la fiction, j'écris pas sur l'ordinateur, j'écris manuscritement. Et le rythme de l'écriture me permet de concilier à la fois ces élans qui montent du cœur, du cerveau, des entrailles, et en même temps le contrôle par l'écriture de cette émotion pour la transmettre aussi nettement que ce qu'elle me... aussi nettement que ce que je ressens moi. Donc les entrailles, le cœur, la tête, on peut en discuter. Et puis dans certains cas, de certains écrivains, avec les pieds aussi. Mais ça, on va passer par là. Merci beaucoup. Merci à vous. Réponse. J'espère que la question des stagiaires n'est pas dérangée, c'était juste une métaphore. Non, moi, je ne vais pas vous mettre dans une étagère autre que c'est de la littérature mondiale, donc sera le monde. Et merci beaucoup. Je vais sûrement acheter votre livre. Je pense qu'il vous remercie. Vous allez le dédicacer après, hein? Je ne sais pas. Une dédicace ou pas? Oui, il y a une dédicace juste à la sortie. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou interventions? N'hésitez pas. Donc, ah oui, qui est le nom? Ah oui, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir quand est-ce que vous avez commencé à écrire et pourquoi. Alors ça encore, c'est une question très compliquée. Écrire de la fiction, je pense que j'ai commencé à... Ah mais je peux dire que j'ai commencé à écrire de la fiction à l'école, quand on me demandait d'écrire une rédaction. Pour moi, c'était un exercice avec un sujet, c'était un exercice imposé, mais qui me permettait d'aller explorer des choses un peu inédites. Donc, je dirais l'adolescence. Je dis bien écrire, parce que dans ma famille, ma mère, quand j'étais petit, et comme toutes les mamans pensent que leurs enfants sont des génies, elle retranscrivait les poèmes que je disais à l'oral. Donc là, c'est pas un exercice écrit, c'est vraiment la volonté de jouer sur les mots. Très jeune, ça m'est arrivé, il paraît. Mais écrire une fiction, c'est beaucoup plus tardif. Je pense vers l'adolescence. Voilà. Et pourquoi? Eh bien ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. C'est comme une sorte d'élan vital. C'est aussi peut-être un travail sur soi aussi. En écrivant, on travaille aussi sur soi. Une forme d'ascèse aussi dans l'écriture. Donc, mais répondre brièvement et simplement à cette question, c'est très complexe. Je vous remercie d'avoir posé. On a une petite dernière question.
C'est bon. Ah. Je suis sénégalaise. Je voulais savoir si vous étiez de la famille de David Diop, le poète. Non, c'est vraiment une coïncidence. D'accord. Je ne suis pas de la famille de David Diop. Mes parents m'ont donné le prénom de David pour honorer, parce que vous savez très bien comment on donne les prénoms au Sénégal, hein, pour honorer le tuteur de mon père, qui s'appelait David. Et au Sénégal, mes parents, mon grand-père, ma grand-mère m'appellent Daoud. Hein, c'est David, c'est l'équivalent en wolof de David. Voilà. Mais j'aurais bien aimé avoir un lien avec ce grand poète qui est mort dans les années 60. Il est mort en 1960 d'un accident d'avion. Et d'ailleurs, j'avais tellement de respect pour lui et puis je m'identifiais par ce prénom que j'ai un moment eu très peur de prendre l'avion. À cause de l'homonymie, on ne sait jamais. Et vous avez vécu longtemps au Sénégal? Oui, j'ai vécu au Sénégal entre l'âge de 5 ans et l'âge de 18 ans. Donc j'ai vraiment passé mon enfance et mon adolescence au Sénégal. À Dakar. Voilà, à Dakar, bon, bien que ma famille, vous êtes sénégalaise, vous savez que, maintenant tout le monde vit à Dakar, mais les origines de ma famille sont à Louga et à Saint-Louis. Voilà. Il y a même un quartier à Louga qui s'appelle le quartier Diopel, hein, où il y a tous les Diop qui sont là, dans ce quartier. C'est de là que ma famille vient. Et du côté maternel, vous êtes de quelle région? Alors ma mère est landaise. Des Landes? Des Landes, oui, département des Landes, du nord des Landes. Et ce grand-père dont je parlais, qui a été gazé à l'Hypérite, cet arrière-grand-père, pour moi, était ébéniste. Et il est, comme tous ces soldats, revenu de la guerre et il s'est mis à travailler sans dire mot sur ce qu'il avait vécu. Les paysans aussi revenaient de la guerre et se mettaient à leur charrue comme si rien, ceux qui avaient la chance d'en venir souvent. Voilà, donc je suis à la fois d'ethnie landaise et d'ethnie wolof. Merci. Nous en Bien, merci beaucoup et encore bravo pour votre vie. Merci à vous.